On a tous connu ça, hein. Certains jours à l'entraînement, on se sent invincible, on pourrait soulever des montagnes. Et puis, le lendemain ou la semaine d'après, plus rien, complètement vidé. Alors comment ça se fait? Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot, la surcompensation. C'est vraiment le mécanisme secret qui fait toute la différence entre progresser et stagner. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce principe pour comprendre comment le maîtriser. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet. Progresser ou régresser? C'est un peu la question qui hante chaque sportif. Chaque entraînement est une sorte de pari finalement. Est-ce que cette séance va nous rendre plus forts ou est-ce qu'elle va juste nous cramer? C'est le dilemme de base. Et ça nous amène à cette question un peu frustrante. Pourquoi s'entraîner plus dur mène parfois à l'échec? C'est un paradoxe que beaucoup de gens connaissent. On se donne à fond, on repousse ses limites et pourtant, à rien. Les résultats ne suivent pas. Pire, la performance baisse, la fatigue s'installe. Mais comment c'est possible? La réponse, elle n'est pas dans la tête. Elle est dans la biologie même de notre corps. En fait, il faut imaginer qu'il y a deux forces opposées qui se battent constamment à l'intérieur de notre organisme. D'un côté, on a la surcompensation, c'est le moteur du progrès, notre super-héros en quelque sorte, c'est elle qui nous rend plus forts. Et de l'autre, on a le surentraînement. Lui, c'est le grand méchant, le tueur de performance qui détruit tout sur son passage. Tout l'art, tout le secret d'un bon entraînement, c'est de savoir comment faire pencher la balance du bon côté. Allez, on va commencer par le côté positif, la magie de la surcompensation. Et quand je dis magie, c'est une façon de parler, bien sûr. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la pure science, de la physiologie. Mais c'est tellement fondamental que sans ce principe, eh bien, s'entraîner ne servirait littéralement à rien. Alors, la surcompensation, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce phénomène naturel où l'organisme, après un effort et un repos, récupère au-delà de son niveau initial. En gros, il augmente ses capacités. C'est un principe d'adaptation super simple en fait. Chaque entraînement, c'est comme si on envoyait un message à notre corps pour lui dire « Hé, tu vois ça? C'était dur !» Et pendant le repos, le corps, il lit le message et il répond « Ok, bien reçu. Non seulement je vais réparer les dégâts, mais je vais construire un peu plus solide pour que la prochaine fois, ce soit plus facile. » Et voilà, c'est ça la surcompensation. Ce processus, il ne se fait pas d'un coup. Non, il suit un cycle bien précis en 4 phases, comme on peut le voir sur ce schéma. Et ce qui est super intéressant, c'est que la performance ne fait pas que monter en ligne droite. Regardez bien, d'abord ça descend, à cause de la fatigue, et ensuite seulement, ça remonte. Et ça remonte plus haut qu'au départ. C'est cette vague, ce mouvement de balancier, qui est la clé de tout. Alors décomposons un peu ces 4 phases. D'abord phase 1, le travail, l'effort. C'est le stimulus, le déclencheur. Sans ça, rien ne se passe. Logique. Ensuite phase 2, la récupération. Ah, celle-là, elle est souvent sous-estimée, mais c'est pourtant là que tout se joue. C'est la phase de reconstruction. Puis vient la phase 3, le Graal, la surcompensation, le gain. C'est le moment où le corps est plus fort qu'avant, c'est notre fenêtre de tir pour progresser. Et enfin, la phase 4, un rappel à l'ordre, le retour au niveau initial si on ne fait rien. Les gains ne sont jamais acquis pour toujours, il faut relancer la machine pour continuer à grimper. Et voilà ce que ça donne quand on gère bien son timing. Quand chaque entraînement est placé au sommet de la vague de surcompensation, on le voit très bien sur ce schéma, la performance augmente, non pas en ligne droite, mais par paliers successifs. Chaque nouvelle séance part d'un niveau un peu plus élevé que la précédente. C'est l'image parfaite d'une progression qui est à la fois intelligente et surtout durable. Bon, on a vu le scénario idéal. Mais que se passe-t-il si on est trop impatient? Si on ignore cette phase cruciale de récupération? Eh bien, on tombe tout droit dans le piège du surentraînement. Et là, on bascule du côté obscur de la force. Regardez bien ce graphique, c'est l'exact miroir inversé du précédent. Ici, chaque nouvel entraînement arrive trop tôt, avant que la récupération soit complète. Résultat, au lieu de construire sur des bases solides, on creuse un peu plus le trou à chaque fois. La fatigue s'accumule, la performance dégringole, c'est une véritable spirale infernale. Et le pire, c'est que le surentraînement, ça n'arrive pas d'un coup, sans prévenir. Le corps, il envoie des signaux, des drapeaux rouges. Cette fatigue chronique, tenace, qui ne part pas même après une bonne nuit de sommeil. La performance qui baisse sans raison apparente. La perte de motivation, cette petite flamme qui s'éteint. Sans parler du risque de blessure qui augmente en flash. Tout ça, c'est un stress qui s'accumule. Ce sont des messages très clairs pour dire « Stop, il est temps de ralentir ». Ok, maintenant que les bases sont maîtrisées, on peut explorer une technique un peu plus avancée. C'est une stratégie qui est plutôt réservée aux pratiquants expérimentés pour atteindre un pic de performance juste avant un événement important, comme une compétition ou un passage de grade. L'idée, en fait, c'est de créer volontairement un état de fatigue contrôlé. On va enchaîner plusieurs séances avec un repos insuffisant pour accumuler de la fatigue, et ensuite on s'accorde une période de repos bien plus longue que d'habitude. Le corps, qui a subi une agression plus importante, va réagir avec une surcompensation beaucoup plus forte. Voilà à quoi ça ressemble. Plusieurs plongeons successifs dans la fatigue, suivis d'une seule énorme vague de surcompensation.
C'est une technique qui demande une connaissance intime de ses propres limites, parce que la ligne entre ce pic de forme et le surentraînement chronique est extrêmement fine. C'est une lame de rasoir, un outil puissant entre des mains expertes, mais dangereux sinon. Et bien sûr, on ne peut pas être en recherche de progression constante toute l'année. Une fois qu'un certain niveau est atteint, l'objectif peut devenir l'entretien. Il s'agit alors de placer ses entraînements juste à la fin de la courbe de surcompensation pour maintenir ses acquis sans s'épuiser. Maintenant, il faut ajouter une autre variable à l'équation, et elle est taille, l'âge. Parce que bien sûr, ces mécanismes de surcompensation et de récupération ne fonctionnent pas de la même façon à 15, 30 ou 60 ans. La question 1 million, c'est donc combien de temps faut-il pour récupérer? C'est la question que tout le monde se pose. Et heureusement, on n'est pas complètement dans le flou. La science nous donne des pistes, des ordres de grandeur assez précis. Mais attention, la réponse dépend énormément du type d'effort qu'on a fourni. Regardons ce tableau, il est super éclairant. On voit tout de suite que tous les entraînements ne nous fatiguent pas de la même manière. Par exemple, une séance d'habileté technique, seulement 6 heures de récupération. Pourquoi si peu? Parce que ça sollicite surtout le système nerveux, notre logiciel, qui récupère très vite. Par contre, une grosse séance de force maximale ou d'endurance dans le dur, là on parle de 48 à 72 heures. C'est parce qu'on a créé des micro-lésions dans les muscles, on a tapé dans le matériel. Et ça prend beaucoup plus de temps à réparer et à renforcer. Du coup, il est absolument essentiel d'adapter son entraînement à son âge. Pour les jeunes, avant 18 ans, le corps est en pleine construction. L'accent doit être mis sur la technique, l'apprentissage du geste juste. Entre 18 et 40 ans, on est souvent à son pic de performance, c'est l'âge d'or. Mais attention, le stress du travail, de la vie de famille, ça joue sur la récupération. Et puis, après 40 ans, le mot d'ordre change. La récupération devient plus lente, l'objectif n'est plus forcément la performance pure, mais plutôt l'entretien, la souplesse, le bien-être. On arrive à la conclusion de tout ça. Et finalement, on se rend compte que tout est une question d'équilibre. C'est bien de connaître la science, les chiffres, les phases, mais l'appliquer au quotidien, ça relève presque de l'art. Ce n'est pas une simple formule mathématique à appliquer bêtement. On pourrait donc tout résumer en une formule toute simple. Un stress bien dosé, plus un repos suffisant, est égal à une adaptation positive. C'est le rythme fondamental du progrès, tout simplement. Et ce rythme, il ne concerne pas que nos muscles, loin de là. Notre esprit, notre créativité, notre capacité à apprendre une nouvelle compétence, tout, absolument tout fonctionne sur ce même principe. Le mécanisme est exactement le même. Réfléchissez-y une seconde. Une session intense d'apprentissage d'une langue, c'est le stress. Une bonne nuit de sommeil, c'est la récupération. Et le lendemain, on a consolidé ce qu'on a appris, c'est l'adaptation. C'est pareil pour réviser un examen, apprendre à jouer d'un instrument ou maîtriser un nouvel outil au travail. Cette phrase résume tout à la perfection, effort et récupération, c'est par un dosage subtil de ces deux phases que les limites sont repoussées. Le mot-clé ici, c'est dosage subtil. Le progrès, il n'est pas dans l'effort brut, il est dans l'intelligence de l'alternance entre le travail et le repos. C'est une vraie mécanique de précision. Et ça nous laisse avec cette question finale, une sorte de pied de nez à la culture du toujours plus. Et si la plus grande technique, la compétence la plus importante de toutes, c'était tout simplement de savoir s'arrêter. On passe notre temps à apprendre, à pousser, à forcer, à aller plus loin. Mais peut-être que le vrai secret, c'est de savoir écouter, de savoir faire une pause au bon moment pour permettre au corps de faire son travail. C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.